quand même pas trop inquiet, quoi. Mais une bizarrerie, c'est que je la trouve uniquement présente dans les secteurs où il y a eu de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Et je soupçonne que ça va ou ça vient. Voilà. Alors quand je vous parlais du paysage décomposé en tranches identiques partout, vous regardez, vous voyez ces lignes là, on va faire un petit plaisir paysage quoi. C'est des forces d'eau qui s'opposent et il faut se dire que le petit poisson qui est là-dedans, il se fait chahuter aussi. Donc il se fait remonter un peu vers la surface et vous allez souvent avoir des chasses d'oiseaux qui vont se développer justement sur cette barre de courant là. Et donc c'est souvent un bon endroit pour chercher justement des oiseaux un peu remarquables, même en hiver pour essayer de voir du pagouin par là. Vous pouvez avoir des fois des bandes de centaines de pagouins qui vont aller se mettre auprès de cette barre de courant là, pour chercher justement les poissons qui sont remontés vers la surface. Ah bon? Voilà. Et vous allez trouver ce phénomène-là bien souvent près des pointes ou des îlots. De marée quoi. Voilà, c'est en fonction de l'heure de marée. Et rien qu'entre la pointe du Fort-la-Latte et je crois que c'est la pointe de Saca, il y a 2 ou 3 ans, il y a un collègue, il avait vu sur ces 2 barres de courant là, il y avait plus de 400 pagouins en même temps, en hiver. Alors, vous imaginez? C'est quoi cette habitude de C'est des cairn? pingouins, Hein? c'est pas nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Moi je vais faire cairn de... Et c'est pas des pingouins, c'est que... Non, parce que ça devient... Non, parce que quand on est passé le on est toujours 64 par l'eau, c'est plus naturel que Voilà. ça devient changer. Il nous reste plus que les oiseaux côtiers, mais là ils sont partis tranquillement casser la croûte. Et ils vont revenir là ce soir et occuper les postes. Et donc à cette époque-ci, typiquement, vous voyez encore les goélands et les cormorans. Et en fait l'activité dès octobre va reprendre. Octobre, les guillemots vont revenir. Mais à l'aube. Vous voulez, au moment du réveil, ils vont venir un peu se réchauffer dans les falaises, mais comme ils ont le mal de mer, enfin le mal de terre, si vous voulez, ils ne vont pas pouvoir rester longtemps, il va falloir qu'ils se réhabituent. Donc là, en fait, ils vont être présents tous les jours, mais de plus en plus longtemps, jusqu'à la période du printemps où ils vont se reproduire. Alors, du coup... Mais ils arrivent à grimper jusqu'où? Alors, Pose ou ils grimpent pas? en fait, le guillemot, lui, pour vous imaginer un petit peu le truc, même de la plateforme du dessus, elle aurait été mieux parce qu'on aurait vu plus urgent. En fait, sur ce premier îlot sur l'arrière, là vous avez un noyau qui est présent sur le printemps. Et après tout le reste de la colonie, ce que les gens ne savent pas, c'est que le plus gros est complètement invisible de terre. Et en fait, sous les pieds des visiteurs, là vous voyez la petite dame avec le t-shirt bleu. Oui. En fait, ça commence de là, sur 150 mètres. Toute la falaise en dessous, là vous avez le gros des guillemots, pagouins et bois de trédactyles qui sont là-bas. Donc on les voit de la mer quoi. On les voit de la mer, on les voit du glacier ou alors en montant sur les arpents rocheux. Mais bon, c'est pas une approche pour du grand public quoi. Nous pour nos suivis scientifiques on est obligés, mais bon c'est pas. On y va avec le casque sur la tête en faisant attention. On a des contextes quand même qui sont périlleux quoi. Alors du coup. Bon, on n'a pas des petits noms pour tous les oiseaux, hein, parce que là on n'a pas fini. Parce que là on a quasiment un millier d'oiseaux reproducteurs hein, sur le site en pleine saison. Chaque emplacement, pour chaque espèce, a un code. Et donc c'est ce qui nous permet de retracer au fil des années, si vous voulez, l'évolution des populations, de savoir où positionner la formation qu'on a repérée. Mais aussi, les oiseaux marins ont une particularité, c'est qu'ils ont tendance à rester toujours au même endroit. Donc, sauf accident, bien sûr, où le couple il doit se reformer, mais du coup, on a un historique comme ça qui nous permet de suivre. Et dès qu'on trouve un nouvel emplacement, on lui donne un code temporaire. S'ils arrivent à se reproduire, à pondre à neuf,
ils seront considérés comme couple reproducteur et la placette va devenir un nouveau site officiel où on va créer une nouvelle pastille comme vous voyez là avec un code définitif. Et ce qui nous permet de nous repérer dans toutes les falaises, quelles que soient les espèces, pour suivre les productions en œufs, les productions en jeunes, sur tous les effectifs. Avec ce site-ci est particulièrement intéressant et depuis longtemps utilisé parce que bon, c'est pas tout de comprendre l'évolution des populations, mais il faut comprendre pourquoi ça évolue. Alors il va y avoir forcément à un moment donné une interaction avec la reproduction et c'est un des rares sites bretons où on a une vue plongeante dans les nids et donc on peut intervenir toutes les semaines sans déranger les oiseaux en fait. Donc ça c'est vraiment la spécificité du Cap-Fréhel et qui fait qu'on a un suivi qui est très très poussé ici sur le site. Donc avec un suivi par semaine et donc pour vous donner à l'ordre d'idée, le suivi sur le printemps on génère 15 000 données à peu près. Donc c'est un suivi par semaine sur tous les nids. Oui. Enfin, tous les nids pour certaines espèces les plus remarquables, pingouins, guillemots, et après un échantillon pour les guillemots, pour les goélands et les cormorans. Et chaque espèce a son étage. Alors échantillon, par exemple sur les cormorans, ça va être ces deux îlots-là, plus une faille qu'on a à la pointe, plus un autre îlot sur l'autre côté du cap. Parce que si vous voulez, ça prendrait trop de temps matériellement de vraiment suivre toute la population du Cap en même temps. Par contre, on a un autre système qui est ce qu'on appelle mis en place dans le cadre du GISOM, c'est le groupement d'intérêt scientifique pour les oiseaux marins, qui, dans ce cadre-là, on fait un comptage généralisé sur tout le Cap, mais pas que tout le Cap, toute la France, des oiseaux marins pour justement voir sur des pas de temps de 10 ans comment ça évolue. Et si vous voulez, le but du dispositif qu'on a ici, c'est un peu l'avant-garde, c'est de voir plus rapidement en fait toutes les interactions et ce qui peut se passer. Chaque espèce a son étage. Oui, exactement. Selon la qualité de quoi? De vol ou de plongeon Alors il y a de tout. C'est dû à quoi? Il y a de tout. Alors le cormoran, vous l'imaginez, gros pâton, pof, 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 son gros nid, il nous faut la grosse placette. Donc vous voyez toutes les grosses placettes blanches là, qui sont encore bien marquées par le guano, typiquement c'est le cormoran. Le guillemot, lui, c'est le petit cratif qui se fait castagner par tout le monde pour lui piquer ses œufs et ses machins. Donc lui, sa stratégie, c'est de se regrouper. Hein, c'est comme les poissons en mer, ils forment des bancs de guillemots dans les falaises, en fait, grosso modo, pour se protéger des prédateurs et protéger leurs œufs. Les œufs et les poussins seront derrière les adultes, tout en plaqués contre la falaise. Et donc, eux, ils vont chercher des corniches étroites mais longues. Des vires. Et donc, on va les retrouver dans tous ces profils-là sur le Cap. Le pingouin, lui, il a plutôt tendance à aimer soit des corniches, soit des niches. Et donc, même les plus pros, c'est souvent des niches ou sous un surplomb ou quelque chose comme ça. Donc oui, il est vraiment très spécifique aussi. Alors la mouette, elle veut son bout de caillou. Et elle va être tranquille. Donc la mouette, elle va être sur un petit éperon rocheux comme ça. Et elle va construire son nid un peu à la façon d'une hirondelle, le stabiliser pour justement pouvoir élever ses jeunes sur son bout de caillou. Et elle, son truc, c'est qu'elle n'arrête pas de se faire bastonner comme le guillemot. Donc elle va chercher un endroit où elle va être un peu plus peinarde. Le truc, c'est qu'en haut, il y a des castagneurs, les goélands. Et les goélands, il y a un prédateur qui arrive, toi mon coco, tu vas pas venir nous faire chier et manger nos petits. Donc la stratégie pour la mouette, c'est de se planquer sous le goéland. Donc il y a une stratification pour se protéger en fait. Les mouettes elles vont être dans les parties abruptes en bas, sur les petits éperons rocheux, tandis que le goéland, lui, il va être sur le haut. Pourquoi? Parce que lui, il aime creuser son nid dans la terre et qu'il va garnir d'herbe après. Donc si bien que là où il y a de la matière, c'est sur les parties hautes, parce que après en bas il n'y a plus que du caillou, il ne peut rien y faire. Hein. Ou alors quelques endroits un petit peu, mais 3 fois rien, le gros des nids de goéland va être sur la partie haute du caillou. Et donc eux vont faire le radar protecteur des oiseaux qui sont dessous en fait. Donc, au lieu de les attaquer, ils les protègent en voilà, fin de compte. Tant qu'ils sont en reproduction. Mais après, il y a là quand même quelques malins dans les goélands qui vont taper dedans. Hein. La nature, c'est toujours compliqué. On va retourner pas loin pour eux. Voilà. Et les poussins, il faut attendre qu'ils soient vraiment bien enfumés pour bouger. Quoi. Voilà. Alors, décoller, à savoir quand même que les guillemots, les pingouins, le petit ne sait ni voler ni nager quand il saute de la falaise. Faut pas qu'il ait la trouille, hein. Parce que le pauvre, hein, on lui en fait voir. Hein. Ah oui, parce que en fait les parents vont arrêter de le nourrir, vont se mettre à l'eau, voire des fois ils restent à côté de lui pour l'inciter à sauter. Mais en fait, ils vont pousser son jeune à se précipiter dans le vide par les cris, ils vont l'attirer et tout ça, pour que lui après,
et ben en fait il soit nourri sur l'eau. Et dès qu'il arrive sur l'eau, il a intérêt de faire gaffe parce qu'il y a le goéland marin qui est marrant, il dit oh putain le casco de tout frais qui arrive là. Donc la vie elle commence fortement et vivement pour eux. Ils ont intérêt de bien se débrouiller pour bien démarrer dans la vie. Le nourrissage se poursuit sur l'eau. Voilà. Et combien de temps il reste à quel âge, j'allais dire, il tombe dans l'eau, il va dans l'eau? Ah, il a 3 semaines seulement. Ah, et Ah ouais. quand est-ce qu'on peut considérer qu'il est autonome, capable de se débrouiller alors? Alors ça on le connaît moins parce que tout ça ça se passe au large. En Ah fait oui. ils se laissent emporter, dériver avec le courant. Alors ici ça les pousse au large au milieu de la Manche et ça ils partent vers l'est, hein, vu la dérive des courants ici. Mais là on est sur probablement 5-6 mètres d'élevage. Et, Depuis le début. Voilà. Donc 3 semaines à terre et 3 semaines dans l'eau Grosso modo, à accompagnée. peu près ça. Ah oui. À peu près ça. Après, on a un gros mystère parce qu'on ne sait pas trop bien où passent les guillemots. Pendant un temps, on a cru que les guillemots, même d'ici, en fait, filaient en Atlantique. Et en fait, on est sûr qu'ils ne vont pas passer l'hiver en Atlantique parce que dès le mois d'octobre, ils sont là. Alors pourquoi on sait? Parce que, bon, bien sûr, on voit des guillemots dans la falaise, mais il y a certains guillemots qu'on sait reconnaître parce qu'ils ont une forme qu'on appelle bridée. C'est-à-dire qu'ils ont un petit trait comme au crayon, à la place d'avoir les plumes noires ici, ils ont du blanc. Alors c'est un truc qu'on trouve sur les guillemots de manière beaucoup plus courante, sur les guillemots qui sont plus nordiques que les nôtres. Et chose qu'ici c'est très rare. Nous on a une forme qui est un peu plus sombre normalement, sauf qu'il y a du mélange. Et les guillemots qui sont bridés, ce qu'on se rend compte c'est que dès le mois de fin septembre, début octobre, ils sont exactement à leur emplacement connu de reproduction. Donc on est sûr que c'est eux. On est sûr que la population qui est là, c'est la même à longueur d'année. Ils partent en face, quoi. Donc en fait, ils se laissent dériver leur courant à leurs petits, ils buent et ils reviennent dans les falaises. Là, il n'y a pas le temps d'aller à l'Atlantique. Les parents, vous dites. Et Non, la famille. toute la famille, toute la niche. Les parents, après les jeunes, ils vont divaguer à un moment, il va leur falloir plusieurs années avant de devenir reproducteurs. Voilà, Donc Et, vous dites guillemots et pingouins, c'est ça? voilà. C'est Voilà, des espèces remarquables. Et tridactyles. Les Moi, tridactyles, oui, aussi. voilà. Et quand il y a la zone, quand il y a tout le monde qui bouge, c'est que le pèlerin arrive. Ah, ça peut faire un peu de bruit. Donc prédation, donc pèlerin, oui, ça va être ce soir. Il y a quoi d'autre? Donc les corneilles. Alors, On a cité Freddy. si vous voulez, pour nous, en l'état actuel, parce que bon, ça peut être évolutif, hein, le plus gros danger pour la survie de la colonie, c'était les corneilles. Parce que, à savoir que, en fait, elles ont un principe de prédation méthodique. C'est-à-dire qu'elles vont repérer à l'endroit où il y a plein de nids, elles vont taper un nid au hasard, et puis de manière systématique, elles vont bouffer tous les nids qu'il y a autour. Mais une fois que la falaise elle est vide, cette falaise-là n'a plus aucun attrait, aucun intérêt pour les oiseaux marins. C'est courage fuyons. Et ça veut dire que la colonie, c'est fini. Et donc du coup, eh ben, là j'ai quelques... Pour vous montrer ça, vous... Tu as vu des attaques de corneilles ici? Ah oui, 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 tout à fait, bah, j'ai même la photo. T'as le nom J'avais aussi, même la t'as le photo. nom. Hein? T'as le nom d'un. Ah, elles ont corneille. tout un petit nom. Elles avaient. Alors, c'est la toute page. Alors ça, non, c'est pas ça. Du macareux moignard. Ouais, il n'a pas ici. Alors Macareux, non, Ah oui. mais il a eu été là. Ah ouais. Et on a l'espoir de le retrouver un jour. Ah. Faut que je retrouve la bonne page. Voilà. Alors ça c'est un stagiaire qui l'a pris en direct sur le fer, en photo. Hein. D'accord. Alors là la scène, hein, vous imaginez, la corneille elle arrive, le guillemot c'est un tout petit bestiau hein, qui n'est pas costaud, hein, qui pèse juste quelques centaines de grammes. En fait elle attrape carrément le guillemot parce que le guillemot il a son œuf coincé entre ses pattes sous lui. Et en fait là vous voyez, elle a retourné pensant récupérer l'œuf. Sauf que coup de pas de pont, l'œuf il a valdagué avant comme on dit, et D'accord. puis vous voyez là il est en train de se casser la gueule dans la falaise là. Ah d'accord. Voilà. Ah, c'est l'œuf qu'elle voulait récupérer? Et ben voilà, Oui, c'est l'œuf oui. qu'elle voulait Et manger. le guillemot ne fait qu'un seul œuf. Voilà, Oui. le guillemot ne fait qu'un Il seul œuf. ne compense pas derrière comme certaines espèces. Quoi. Et il peut occasionnellement faire une ponte de remplacement à la condition que la prédation s'opère dans les quelques jours après la ponte. Ok. Après c'est foutu. Et ça se fait tout dans la saison. Voilà. Donc là en plus un oiseau qui a qu'un œuf, moindre perturbation. Vous imaginez même du dérangement, l'oiseau qui s'envole. Bien souvent, même si l'œuf il est en forme de poire, c'est pour lui permettre de rouler dans la falaise en tombant un peu moins, mais ça tombe quand même. Hein. C'est pareil, vous faites rouler un œuf sur la table. Des fois il restera sur la table, des fois il finira par terre. Hein. Pour eux c'est pareil.
Du coup, ça ne protège pas de tout, mais ça permet de limiter un peu les difficultés. Et les corneilles non sont Et il y a sur moyen les de guillemots et protéger autres. les guillemots là, ou Des de la corneilles. corneille, non? Alors justement, ce qu'on fait nous, c'est la seule solution qu'on a trouvée efficace et qui permet de réguler Un les problèmes. sniper qui est là en permanence. C'est d'intervenir justement en faisant de la capture sur les corneilles, Ouais. sur un périmètre d'à peu près 2 km autour de la réserve. Le piégeage. Voilà. Et Et en ça- fait, on a commencé, pour savoir, parce qu'on ne savait pas sur quelle distance il fallait intervenir, de commencer à intervenir près de la réserve Tu mets une et de dans la cage, continuer à intervenir jusqu'au moment où on ne voyait plus de corneilles prédatrices venir sur le cap. t'en mets une dans la cage. Et donc on a avancé comme ça progressivement de jour en jour, ça a duré, on a mis 11 jours à faire l'opération. Et au bout des 11 jours, pouf, il n'y avait plus de corneilles à venir ici, sauf quelques immatures, mais c'est normal, la technique de capture ne permet pas d'attraper les immatures. Donc ça, Tu mets, là on savait qu'on avait trouvé Et c'était le système de cage. Il périmètre. n'y a pas eu de tu tir mets un adulte dans la les terres. cage. Alors on a essayé des campagnes de tir avec l'ONCFS sur le cap. Ouais. Parce qu'en Toujours, fait, bien souvent, en fait, la corneille, une fois qu'elle a trouvé le bon truc, elle se spécialise, quoi. Donc elle y revient, mais tous les jours, matin et soir, pof, 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 elle n'arrête pas. Une fois qu'elle a trouvé le bon filon, c'est comme tout le monde, hein. On trouve un filon d'or, on va rester dessus, on va pas partir. Hein. Et elle, c'est pareil. Hein. Et donc, du coup, le seul moyen qu'on a trouvé, justement, de réguler efficacement, c'est le piégeage. Que par tir, on peut en tuer une, on peut en tuer deux, mais comme le casse-croûte, il est là, très rapidement, Et on revient. d'autres habitudes vont se réinstaller. C'est plus facile puisque c'est une espèce assez nuisible. Ben oui, ben Tu oui. mets oui. une Et vivante alors dans la cage. Un appelant. Voilà, Un appelant, ouais. voilà. En fait, c'est une corneille qui est domestiquée, qui en fait est mise dans une cage et qui, Appelle les autres. par réaction territoriale, attire les autres en fait. Ouais. Et, il la voit, elle dit, elle a rien à Et faire là, et donc puis vous voilà. avez vérifié l'efficacité de ce système. Voilà, voilà, Donc voilà. les pingouins sont dans la cage. Après, c'est une espèce qui est classée nuisible au niveau Toute territoire, détention donc interdite. Il faut, voilà. Là, on peut en poser Il faut des détruire. vis à mort proprement, quoi. Vis à mort proprement, pour pas qu'elle souffle, quoi. toute espèce nuisible doit être détruite derrière. Voilà. Ah, ça, c'est la question. Ah, moi, je réponds, on fait du ragoût, moi, comme ça, moi, ça. Tu les assommes. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des macareux, vous aviez espoir qu'ils reviennent. Alors pourquoi? Alors pourquoi en fait, pour ce qu'on appelle les acidés, donc pingouins, guillemots, macareux, ils ont une habitude, pour chercher un secteur pour reproduire, c'est qu'en fait, ils vont d'abord être prospecteurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire le tour des colonies, ils vont regarder comment ça se passe, comment elles succèdent aux producteurs. Et s'ils voient des jeunes, ce quartier va les intéresser, surtout s'il y a d'autant plus de jeunes. Et ils se regardent aussi entre espèces. Alors, de ce qu'on commence à en comprendre, c'est que le pingouin, il est un peu le pionnier. Il va s'installer à petits endroits dans les falaises. Le guillemot, après, dès que lui, il a fini de remplir une corniche, il va chercher un nouvel endroit. Et il va reluquer là où sont les pingouins. Et donc là, c'est ce qu'on voit là, en phase d'évolution maintenant des effectifs. En fait, on a des nouvelles plaques de guillemots qui vont se mettre là où étaient les pingouins. Voire même des fois chasser le pingouin qui, lui, doit se décaler parce que les guillemots, après, ils phagocytent la place. Et donc le pingouin, il a un peu un critère pionnier. Et depuis quelques années, maintenant que la reproduction se passe bien, on a le macareux qui lui aussi vient prospecter. Alors pour le moment, il ne reste pas. Mais il était présent avant, donc il n'y a pas de raison qu'à mais tôt après, ou tard... il faut des terriers, il faut Alors, creuser. Alors, oui. pas forcément. Non, En faisant pas forcément. Des faux terriers, enfin, en creusant Ouais. des terriers par l'homme. Alors, on pourrait éventuellement l'aider comme ça, mais en fait, classiquement, le truc le plus classique qu'on voit un peu Ouais. partout, c'est des situations où c'est en terrier. Sauf Oui. qu'il se met aussi en pierrier. Ah d'accord. Donc là, dans les falaises et tout Oui, ça, il y bien a sûr. des Ça cavités, il y adapte, en a, oui. c'est à lui de trouver celle qui lui plaît et D'accord. puis de finir l'aménagement, quoi. Très bien. Et on pourra aussi essayer de forcer le destin, mais pour le moment on n'a pas travaillé là-dessus. Éventuellement, comme vous disiez, essayer d'aménager, parce que ça se fait, hein, aménager quelques petits terriers artificiels, mettre quelques formes de macareux autour pour le Voilà. lever encore un peu plus. Et Une puis, location gratuite au-dessus. voilà, ça ira peut-être plus vite, mais bon, pour le moment on voit que ça se passe plutôt bien. Le caractère prospecteur devient de plus en plus récurrent, donc ça veut dire que l'attraction des falaises devient de plus en plus grande avec l'augmentation des autres effectifs. Voilà, Ouais, des donc sept tôt ou îles, ils sont tard, venus à ça va Ouessant. basculer. Il vient Les sept îles, ils viennent de Ouessant. Alors, il vient des cette île. Après, les alcidés, c'est des pélagiques. Hein, ils exploitent ici toute la Manche. Il y en a sur Jersey, Guernesey, tout ça en face. Tout ça, ça se mélange, ces populations-là. Donc, dire d'où ça vient, je peux pas. Hein, là, Parce que là, des sept îles, ils sont partis quelques-uns à Ouessant. Hein. bah oui. Sur Ouessant, c'est même pas Ouessant, c'est l'île Keller. Voilà. C'est le caillou du caillou. Et pour vous dire, à l'origine, ici, les macarons, ils étaient sur l'amas du Cap.
Donc là-bas du Cap, il n'y a quasiment pas un bras de terre. Quoi. Et pour voir les pélagiques en traversant la Manche, il y a des gars qui se payent le voyage en ferry, aller-retour, et qui ne font que ça. Voilà. Oui. Alors du coup, pour vous exprimer la situation par rapport à justement à la corneille, faut savoir que les boîtes tridactyles, il y avait pas loin d'une dizaine de colonies en Bretagne. Elles ont toutes été décimées par prédation. Les deux dernières qui restent sont les deux qui ont mis en place un programme de régulation sur le prédateur. Capsizin, Que sur la corneille ou d'autres prédateurs? Ah oui, la corneille, parce qu'après on est sur espèces protégées, donc on n'intervient pas. Par exemple, là, sur le Capsizin, il y avait la réserve à côté, la réserve de Goulia. Celle-là a été prédatée par le grand corbeau, là on n'a rien pu faire. Au coup de bol, ils ont migré sur le Capsizin qui est à côté. Quoi. Ouais. Donc là, elles ont pu se décaler et survivre. Et ici, vous voyez, une population en dents de scie qui à un moment donné s'est complètement effondrée. 2008-2009. Avec un succès reproducteur, vous voyez, qui s'est... Nos pauvres mouettes, elles n'arrivaient même plus à produire un jeune. Ils étaient tous bouffés. Et donc là, depuis le début de l'opération de régulation, vous voyez, ça remonte plein pot. Et ça continue de progresser. Pourquoi? Parce que comme le succès reproducteur, il est retrouvé, elles attirent de nouvelles boîtes qui augmentent l'effectif, mais seulement c'est les jeunes boîtes qui ne savent pas encore bien se reproduire. Donc au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça se passe mieux, et puis le succès reproducteur, il continue d'augmenter. Voilà. Vous avez tellement des chiffres que vous n'avez même pas au début, quoi. 95, vous n'étiez même pas à ce niveau-là, quoi. Ah oui. Mais après, il faut se dire, tant mieux pour le site par rapport à 95, mais après, il faut regarder les populations bretonnes, elles sont tellement pétées la gueule, on a encore de la marge avant de retrouver un effectif qui était celui d'il y a 50 ans. Hein. Mais en France, il n'y a plus que 2 sites alors? Non, et après, il y a une partie de la population qui est partie carrément sur la Normandie. Ah d'accord. Voilà, donc elles se sont décalées. Donc les mouettes en Bretagne, il y a un site ici. Voilà. Pour les tridactyles. Et puis le deuxième, vous la avez Pointe dit... du Raz. La Pointe du Raz. C'est les 2 derniers sites qui restent pour cette espèce-là. Capsizin. Voilà. Alors du coup, pareil sur le pingouin Torda. Alors lui, c'est un peu surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à trouver un rapport avec la prédation. Et on est même toujours surpris de cette question-là. Parce que vous voyez, depuis le démarrage de la régulation des corneilles, on voit les populations de pingouins, elles étaient tombées à 5-6 couples. On voit le redémarrage vraiment impressionnant des populations. Mais là, on ne piche pas tout. Et je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qu'on ne voyait pas, c'est que sur les dégazages, maintenant la réglementation est aussi beaucoup plus sévère. Et sur le même créneau, par contre, pour le pingouin, parce que lui, on sait qu'il est très sensible à ça, on a aussi beaucoup moins de dégazage, parce que quand ils se font choper, ils ne sont pas prêts de recommencer, parce que ça va leur faire très mal. Donc là, pour le pingouin, on hésite, parce que là, autant, mais bon, c'était difficile, elle avait 5 couples, tomber à sort juste au moment où ça prédate. Pour nous, un échec, c'est un échec, tant qu'on n'a pas vu le prédateur qui est dessus, quoi. Peut-être qu'il y en a moins qui arrivent à l'île Grande aussi à se faire soigner. Oui, c'est possible, oui. Ils ont peut-être plus de petits phoques, mais ils ont peut-être moins de pingouins mazoutés. Oui, c'est certain. C'est certain. Et après, pareil, sur les guibots, là, on est arrivé à une situation sous les... Vous voyez, ici, c'était tombé. Là, par exemple, c'était de la prédation de grands corbeaux. Là, on recommençait à se casser la figure, mais on avait déjà commencé à faire des régulations un petit peu partir. Mais on voyait bien ça avait tendance à tanguer. L'effectif, si ça reste comme ça à un moment donné, ça va péricliter, quoi. Et donc là, depuis qu'on a commencé la régulation, pof, c'est reparti aussi. C'était attaqué par... Les corneilles. Toujours les corneilles. Voilà. Après, c'est pas les seuls prédateurs, mais sauf que les autres, ils vont piquer à 10 par-ci, par-là. Donc ils ne vont pas déstabiliser la colonie, et là, c'est moins dérangeant. 300 effectifs, là, 300 couples. Là, ouais, on arrive maintenant, ici, sur les guibots, on attrape passé le cap des 300 couples en moyenne, ouais. Pingouin, donc une vingtaine de couples. Pingouin, on a passé le cap des 20, là, on approche plutôt des 30. J'ai plus le chiffre en tête parce que ça change tous les ans et au bout d'un moment tu sais plus. Là on est 26-29 cette année sur le pingouin. D'accord. Ouais. Voilà. Pas de prédation, contrairement vers cette île de mustélidés, bisons. Ici une chance c'est qu'on a des profils de falaise. Inaccessibles. Il y aurait éventuellement l'amas du cap où on pourrait avoir de la prédation dans ce genre là, mais pour le moment ça a l'air plutôt bien se passer. Mustélidés, c'est... Vison, voilà. Vison, fouine. Ouais. Ah oui. Ouais. Par contre, on a là également un petit peu, mais en descendant depuis le haut, aussi bien du renard que de la fouine.
Voilà, les deux cas de figure, mais c'est vraiment, je dirais, histoire de faire rappeler la règle aux oiseaux qui doivent être dans les falaises, quoi. Parce que c'est tous les oiseaux qui sont en ras de crête de falaise ou trop accessibles qui se font croquer, quoi. D'accord. Donc c'est marginal par rapport à la population, donc ça ne nous inquiète pas, quoi. C'est-à-dire que c'est escarpé pour aller chercher sa Ben nourriture, voilà, là, voilà, pour la ouais. belette. Ici, le point clé, hein, c'est toute la prédation ailée. C'est que ce soit corneille, grand corbeau ou faucon pèlerin. C'est là où sont les plus grandes sensibilités pour la population, à savoir que les goélands, pendant la période où ils se reproduisent, vont faire bouclier pour les autres espèces, Ah oui, parce qu'ils attaquent tous les prédateurs qui approchent. d'accord. Donc ce qui limite la prédation, et la mouette par exemple, typiquement à l'envol des jeunes goélands fin juin, là ça y est, c'est le début de la prédation où le pèlerin il revient et commence à taper dans les mouettes, quoi. Mais bon, après il y a déjà une grande partie des mouettes qui sont déjà en fin de reproduction à ce moment-là, donc il peut agir que sur une frange, une partie de la population reproductrice. C'est partie de la sélection naturelle, quoi. Voilà. Là, on voit rien. Tu vois. Ouais, Pas de ouais. dérangement vis-à-vis des bateaux touristiques? Alors, On en parle puisqu'on en voit là, mais... oui, alors la recommandation qu'on a avec eux, donc c'est distance et falaise, mais bon là on n'est plus en période repro, donc c'est pas gênant. Mais en période repro, c'est une longueur de bateau dans la falaise. Ouais, C'est proche quand même. c'est pas beaucoup, mais ça suffit. Ça suffit parce que bon, on a l'expérience du site, effectivement il y a quelques oiseaux qui vont bouger, mais c'est les prospecteurs. Sur les repros, ils sont très difficiles à déloger. Micro, quoi. Ouais. Mais après, il y a un phénomène d'acclimatation aussi. Hein. Tu sais, les bateaux, t'en as qui passent régulièrement. Les oiseaux se sentent en sécurité. Ouais. Bah, Ils sont c'est que peinards, dès qu'il y a là. 9, ils ne bougent pas, quoi. Ah voilà, oui. C'est facile à voir. Oh, bah là, vous serez typiquement au mois d'avril, tant que les goélands sont pas reproducteurs, il y a sur un petit festival. Là, C'est Maurieux tout de Chevalier, là. ouais. Il y a entre 2 ou 5, les 5 l'hiver dernier. Ouais. C'est encore hier, bon avril. Ah oui, Le top, c'est Marie-Montance. à barré montant. Voilà, puisqu'il se met en chat. Donc on va mettre des reproducteurs et prospecteurs. Là, vous avez deux couples qui sont reproducteurs. Et tout autour, là, vous voyez tous ces oiseaux, là, en fait, ce sont les prospecteurs. C'est-à-dire, c'est soit des oiseaux individuels, soit des oiseaux qui sont déjà en couple et qui ne sont pas assez matures pour se reproduire. Et pour apprendre à savoir faire, ils viennent reluquer les autres. Les voyeurs. Ni plus ni moins, sans toutes les manières de faire, pour produire un œuf fécondé. Donc ça, c'est vraiment une structure très typique. Hein. Tu le sais parce que c'est à force d'observation, quoi. Voilà, nous par la récurrence d'observation, on sait qui dans l'eau est reproducteur, qui est sur œuf, et qui n'a strictement rien sur lui et qui est là que pour reluquer ce qui se passe. Ouais. D'accord, c'est son apprentissage. Voilà. Bon, ils n'ont pas Rocco Siffredi, eux, donc ils regardent les voisins, quoi. Peut-être que c'est des volumes, ils sont plus petits, non? Pas encore Alors, matures. Ils sont quasiment à point d'adulte quand même là, parce que bon, c'est une maturation sur les acidés, Et ça t'as prend pas une plusieurs marque années. spéciale sur le bec ou autre chose? Alors si, Ouais. mais alors là, il faudrait les avoir en main. En fait, les stries sur le bec, si vous voulez, là, vous voyez le petit trait blanc là qu'on Ouais, voit. c'est différent, En fait, cette partie-là, à chaque but, la strie elle saute et ils en ont une autre. Et donc ce qui crée une strie, Un bec en fait, rayé, sur le bec qui est rayé, quoi. Et plus c'est rayé, plus ça a l'individu qui est mature, quoi. comme les cornes d'un cerf. Donc ce qui permet un petit peu de les repérer. Et ça vit combien de temps, ça, normalement? 10-15 ans? Alors ouais, sur les profils 10-15 ans sur ce type d'oiseaux-là, ouais. Et du coup, typiquement, c'est des oiseaux qui prennent énormément de soin de leurs petits, qui pondent qu'un œuf parce qu'ils s'en occupent très bien. Ce qui pas du tout comme par exemple les petits passereaux qui vont produire pas mal d'œufs, pas mal de nichés par an, où là, une fois envolés, c'est un peu démerdez-vous, quoi. Ils vont plus beaucoup s'en occuper. Et c'est fidèle. Voilà. En général, ils sont fidèles. Ah oui, c'est fidèle, ouais. Sauf accident dans le couple ou à décès, mais sinon ils sont fidèles à eux et fidèles à leur emplacement aussi. Pas de suivi sur les pigeons voyageurs, je pense pas. On a quelques récupérations de bagues. Alors après, à savoir qu'il y a beaucoup de pigeons, mais pas que du pigeon voyageur. On a vraiment une population autochtone de pigeons sur le site.
À savoir que les pigeons domestiques sont originaires du pigeon qu'on appelle le pigeon piset. Et ici on a un reste de cette population originelle de pigeons sauvages, sauf que à force de petits copains voyageurs qui passent par là et choses dans le genre, ils se sont recroisés, les domestiques, avec l'original sauvage. Donc en fait ils deviennent un peu bigarrés, ils perdent un petit peu leur couleur originelle, parce que là on voit pour certains qui sont un peu trop clairs, ou que des fois qu'on des plumes un peu colorées, mais celui-là, les pèlerins, c'est les premiers qui bouffent, donc ça est en train de purifier un petit peu génétiquement la population. Ils sont beaucoup moins bigarrés qu'ils étaient avant. Le pèlerin tape le biset ou bien le pigeon ramier. Voilà, oui. Ouais. Et en fait, ceux qui sont croisés domestiques, souvent ils ont des plumes blanches qui se voient beaucoup plus. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils les repèrent mieux et qu'ils les chopent. Là, ils observent des populations. Tu veux trouver un macaron aussi, Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de nature, les écorces oubliées. Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les arbres me feront un collier, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres, de l'eau et des forêts pour la planète entière. Je veux des chants d'oiseaux pour ouvrir les matins. Le vent me fera un écrin, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite, vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des animaux, des planteuses et des fleurs, des hommes qui savent encore se parler de bonheur. Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants, la vie comme un grand cerf-volant, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite, vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète. 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 Touche pas ma planète.